avec tout ça. Et puis c'est un faste, si vous voulez, extraordinaire où la nature se déploie. C'est le temps printanier, après le repos de l'hiver. Et l'été, évidemment, c'est la saison faste, c'est-à-dire où la lumière du soleil est la plus forte et où tout est dynamisé vraiment d'une façon extrêmement puissante. Et puis après arrive tout doucement une sorte de déclin un petit peu. Les jours, on arrive vers l'automne. Qu'est-ce qui se passe en automne? Les arbres perdent leurs feuilles puisqu'ils n'ont plus besoin, ils vont rentrer en dormance, sans repos. Et les feuilles qui tombent au sol, eh bien, par un miracle extraordinaire, eh bien, elles se transforment. Elles rentrent en système de transformation. Beaucoup d'organismes, micro-organismes s'en occupent, ça se transforme. Et il y a comme une forme d'alchimie qui transforme en fait la matière organique, on pourrait dire la matière organique morte dans sa fonction, mais qui est reprise par tout un système microbien, un système cryptogamique, un système, etc. Et tout ça est transformé en une matière noirâtre qu'on appelle l'humus. Et l'humus, c'est pas pour rien que l'étymologie humus, humanité, humilité, humidité a été donnée à cette matière. Pourquoi? Parce que c'est la matière de rebondissement. C'est-à-dire, bon, tout ce qui les déchets que rassemble la forêt, par exemple, avec les feuilles, rentrant dans cette transformation, produit de l'humus, lequel humus est réintégré dans le sol. Alors, il y a tout un boulot de gens qui ne sont même pas payés, mais qui font beaucoup de un cheptel de travail, etc., et qui transforme tout ça, et l'humus devient l'engrais le plus noble, en quelque sorte, qui va relancer la vie. Eh bien, voilà ce qui inspire l'agriculture, l'agroécologie. Alors moi, fermier, comme j'ai eu mes chèvres, etc., le fumier, les pailles, eh bien, je vais les transformer. Je vais faire exactement comme a fait la nature. Seulement, je vais les faire dans un processus accéléré, parce que je ne peux pas attendre une année avant que ça se fasse. Donc, une fois que j'ai rassemblé ces déchets que produit la ferme elle-même, eh bien, je vais les mettre en fermentation. En fermentation dirigée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les laisser pourrir. Il faut faire attention, c'est pas les faire pourrir, c'est les fermenter, c'est-à-dire avec une recette très précise pour faire que cette matière que je collecte, que je mets en strate, que je jumecte, je vais mettre de l'humidité dedans, et je la protège, je fais une œuvre pratiquement d'alchimiste en quelque sorte, et je vais mettre en ce processus de fermentation dirigé, orienté, avec les présents des 4 éléments. L'élément évidemment matériel qui relève de la terre, il faut de l'air, bien sûr, il faut de l'eau, et ces éléments-là, et il faut de la chaleur. Donc, quand vous faites un tas de compost, ce tas de compost que vous mettez en fermentation, eh bien, la transformation commence à se faire, et les micro-organismes se concentrent, et le tas va se mettre à chauffer. Donc voilà, l'élément chaleur intervient à ce moment-là, l'air est présent, et quand tous ces éléments sont là, eh bien, vous allez petit à petit produire vous-même de l'humus. Voilà, l'humus. Si vous avez compris déjà ça, vous avez compris ce que c'est que l'agriculture écologique ou l'agroécologie, dans le sens où c'est le professeur, c'est la nature elle-même. Et il suffit d'être très attentif à ce que fait la nature pour reproduire dans un protocole évidemment accéléré, eh bien l'être humain devient un alchimiste. Voilà, devient un alchimiste. Et l'intérêt aussi de ces matières, et ça je l'ai expérimenté dans les zones difficiles comme le Sahel, eh bien cette matière, quand vous l'avez préparée, elle arrive à retenir jusqu'à 10 fois son propre poids en eau. Alors, quand vous êtes dans des zones qui sont arides, qui sont desséchées, quand vous mettez cette matière-là, elle contribue à retenir l'eau au lieu que cette eau s'en aille, en emportant la terre, elle est retenue. Et une fois qu'elle est retenue, elle est mise vraiment à la disposition des plantes, et vous obtenez un véritable miracle, comme je l'ai
obtenue au Sahel, et c'est là le triomphe en quelque sorte de l'agroécologie, puisqu'elle a été testée dans les conditions les plus difficiles, les plus disons, dans des climats extrêmement secs, des zones semi-arides, et bien l'agroécologie fonctionne très très bien. Et c'est pour ça que mon affirmation selon laquelle l'agroécologie est la solution à la famine dans le monde, y compris dans les zones les plus difficiles, est une affirmation qui n'est pas légère pour moi parce qu'elle est très puissante. Et j'ai écrit un ouvrage que j'ai intitulé de cette expérience parce qu'en 1981, je suis appelé au Burkina Faso par le gouvernement suite au passage à l'époque c'était encore la Haute-Volta, dans ma ferme. Je lui explique ce que je fais. Il fait son rapport au gouvernement. Le gouvernement m'invite à venir expliquer au cadre de tout ça ce que c'était cette fameuse agriculture biologique. À l'époque, c'était l'agriculture biologique. Donc je vais en 81 en mission, soutenu par une association qui privilégie la rencontre paysanne. Et je me trouve au Burkina, donc au mois de janvier 81. On rassemble les cadres, j'explique aux cadres ce que c'était que l'agriculture écologique, biologique, et puis je dis, écoutez, est-ce que vous pourriez nous aider ou nous enseigner ces techniques-là que nous apprenons? Nous, on nous a toujours dit, il faut utiliser des engrais, il faut, etc. Et vous, vous dites, on peut se passer des engrais, etc. Donc, est-ce que vous pouvez nous enseigner cela? Et donc, c'est comme ça que je m'engage au Burkina pour enseigner l'agriculture biologique. On est toujours là, biologique. Et ensuite, en visitant le milieu, c'est-à-dire en considérant le milieu naturel, c'est-à-dire le biotope tel qu'il est constitué, ces biotopes dans les zones semi-arides sont des biotopes qui ont été terriblement altérés par les sécheresses et les pratiques humaines, parce qu'on défriche avec du feu, il y a des troupeaux en surnombre, il y a le peu de bois qu'il y a est coupé, et donc l'être humain, par la précarité, intervient aussi comme prédateur et destructeur de son propre milieu. Il n'y a pas que la nature. S'ajoute à cela évidemment les variations climatiques, et donc là, à ce moment-là, c'est vraiment la nature. Et qu'est-ce que ça produit? Ça produit des sols, bien sûr, les conséquences, c'est que les troupeaux, suite à ces sécheresses, les troupeaux sont décimés, les humains sont affamés. On a entendu parler, et je ne sais pas si vous vous souvenez de ces terres craquelées à l'infini, c'est-à-dire des sécheresses telles que l'argile se rétracte et produit ces fentes à l'infini avec des cadavres d'animaux morts sur le sol. C'était ça la vision apocalyptique qu'on avait de cela. Et il y avait des villages entiers où les gens étaient morts de faim, complètement morts de faim. Et ce territoire dénudé, une fois que les pluies reviennent, bien sûr, ces pluies qui reviennent sont violentes. La plupart du temps, parce qu'elles sont dans un caractère plutôt tropical. Et quand ces pluies tombent, elles sont tellement violentes qu'elles provoquent un ruissellement terrible. Et l'eau et la terre sont l'eau compacte. Et parce qu'il n'y a plus de couverture protectrice végétale du sol. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc l'eau ne pénètre plus dans le sol. Et on a comme conséquence secondaire, c'est la baisse des nappes phréatiques, voire la disparition des nappes phréatiques. Et on a comme ça un désastre général. C'est là que l'agroécologie, plutôt que de rester en agriculture biologique, ce qui m'a été inspiré, en quelque sorte, c'est l'agroécologie. C'est-à-dire qu'il faut intervenir sur le milieu naturel pour reboiser, pour lutter contre l'érosion. Il suffit de faire des aménagements de surface. J'ai marqué évidemment tout ça dans mon livre, dans d'autres documents. Et il suffit de faire des diguettes, des micro-barrages, de profiter de l'espace pour l'aménager. Qu'est-ce que c'est qu'une diguette? Tout simplement l'agroécologie. Eh bien, vous faites une espèce de soit un cordon pierreux, soit de la terre que vous relevez, et vous prenez dans le sens, vous prenez dans le sens du ruissellement, selon les courbes de niveau du milieu, vous faites ces diguettes.
c'est l'idée que quand la pluie tombe, eh bien, au lieu de ruisseler et s'en aller en emportant la terre, il s'infiltre dans la terre. L'eau est obligée de s'infiltrer. Quelquefois, elle stagne quelques jours et ensuite elle s'infiltre tout doucement. Et bien, il y avait des villageois qui venaient nous dire, mais qu'est-ce que vous avez fait? Avant, il y a plus d'eau dans le puits, maintenant il y a de l'eau dans le puits. Ben, c'est simplement, c'est très simple à comprendre. C'est-à-dire qu'en limitant la fuite de l'eau et en obligeant l'eau à s'infiltrer, ça recharge les nappes phréatiques. Voilà. C'était simplement cela. Il faut reboiser aussi, parce que l'arbre, évidemment, a un rôle très important en agroécologie. Il faut préserver les semences et sélectionner les semences. Il faut cultiver le sol, évidemment, avec ce que je vous ai expliqué de l'humus. Et quand vous avez rassemblé tous ces éléments-là, et ben vous êtes appuyé véritablement sur l'énergie de la vie elle-même. Et c'est pour ça que l'agroécologie est quelque chose d'absolument miraculeux. Et donc après le succès, le premier succès que j'ai pu avoir avec les paysans, de façon directe ou avec les cadres, je rencontre une organisation, une association qui s'appelait le Point de Mulhouse. C'est une association absolument atypique, c'est-à-dire une association de 1901 qui achète des avions, qui prend, enfin ce serait très long à expliquer, qu'il y a des avions pour faire du transport aérien et humanitaire. Donc une association qui possède des avions, c'est pas rien. Et qui désenclave les pays les plus pénalisés, puisqu'il y a des pays tellement pauvres qu'avoir un avion, c'est une fortune. Donc elle désenclave, elle propose le billet d'avion 75% moins cher que les autres compagnies, parce qu'elle le fait dans une idée de désenclaver le pays. Le pays voit qu'il y a un afflux très important de touristes, parce que voilà, l'Européen qui se dit, oh là, à ce prix-là, je vais faire un truc. L'Africain qui se dit, à ce prix-là, je vais au continent, et ensuite je prendrai un train ou un taxi brousse pour me rendre, je ne sais pas, à Côte d'Ivoire ou ailleurs. Et donc, il y a un flux énorme de gens qui prennent donc les avions de Point de Mulhouse pour aller visiter le pays. Et le pays n'a pas les infrastructures d'accueil. Donc, il commence à dire, le Point de Mulhouse se dit, puisque nous n'attendons pas de retour, nous allons créer également les infrastructures d'accueil. Et créer dans la zone nord du pays, zone donc la plus pénalisée, ce qu'on appelait une hôtellerie qu'on appelait les campements hôteliers. Alors il crée les campements hôteliers. Pour arriver à Gorom-Gorom, au campement hôtelier, il fallait vraiment le vouloir. Parce qu'on mettait 9 heures de route pour faire 350 km. Et si vous pouviez trouver un 4x4, ça c'était vraiment le summum. Et au-delà, il y avait encore une compagnie que les Africains appelaient Air Peut-être. Quand vous avez ça, et donc Air Peut-être amenait les privilégiés, et c'était peut-être. Voilà. Donc on se retrouve dans une zone semi-aride avec une population plutôt pastorale qui crève la dalle, comme on dit, et voilà. Et donc ces gens viennent, mais dans ce lieu hôtelier, beaucoup plus pour se dépayser, etc. Et à un certain moment, il y a quand même quelque chose qui résonne très mal, dans le sens où ces structures hôtelières accueillent des Européens qui viennent festoyer au milieu d'une population qui crève de faim. Donc c'était totalement immoral pour les points. Et le Point de Mulhouse, qui avait une cote de plus en plus élevée en tant que compagnie, association qui désenclave un pays, quand les gens venaient à Gorom-Gorom, eh bien, eux, quand ils repartaient dans des critiques et les journalistes se mettaient à descendre au Point de Mulhouse. Oui, vous créez des structures là-bas où les Blancs vont se distraire, où les populations, etc. Donc, presque une dépression de la compagnie, on arrête tout, et mon ami qui s'appelle Maurice Freund, avec lequel on avait lancé des choses, je ne connaissais pas d'ailleurs, et avant de connaître Gorom, et il veut tout arrêter. Il me dit, mais quel est ton avis, qu'est-ce que tu
etc. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Je lui dis, mais on va garder la structure d'accueil.